Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé au Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live sur le thème comment éviter le burn-out quand on est multi. Notre mission avec Caméo est de permettre aux multipotentiels de bien vivre leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Aujourd'hui donc, on va parler d'un thème qu'on connaît bien chez Caméo parce qu'il revient tout le temps dans nos échanges avec la communauté, le burn-out chez les multis. On en parle avec Aurore Marguin, coach chez Caméo et experte en bien-être entrepreneurial. On a creusé ensemble les vraies raisons pour lesquelles les multipotentiels sont plus exposés à l'épuisement et surtout comment retrouver de l'énergie, du plaisir et du sens dans ces projets. C'est un épisode dans lequel on parle charge mentale, équilibre pro-perso, syndrome de l'imposteur, mais aussi petits pas, soutien et bienveillance envers soi. Alors installe-toi confortablement ou mets tes baskets si tu nous écoutes en marchant et c'est parti! D'être avec nous aujourd'hui en live. J'ai le grand plaisir d'être accompagné d'Aurore Marguin. Aurore, je te laisse te présenter. Eh ben, écoute, moi je suis donc Aurore, je suis notamment coach chez Caméo dans le cadre du parcours et d'autres accompagnements. Mais en bonne multipotentielle, je suis aussi slasheuse. Donc, je n'ai pas que cette corde-là à mon arc. Et notamment, j'ai une activité de coaching orientée bien-être entrepreneurial. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment business coach sans burn-out ajouté. Voilà, c'est l'expression que j'utilise maintenant pour le décrire. On m'a dit qu'elle était quand même assez parlante. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont à leur compte sur la problématique de comment est-ce que je fais pour entreprendre, mais en respectant mon énergie et sans être constamment sur les genoux, sans sacrifier ma vie pro, ma vie perso, mon équilibre pro-perso. Et il s'avère que, en fait, bien souvent, ce sont des personnes qui sont multipotentielles aussi. Parce que, justement, elles tentent d'allier différentes activités, le slashing, etc. Et donc, c'est encore plus de challenge et donc encore plus d'opportunités de s'épuiser. Voilà. Ouais, tu as bien raison d'aborder ce sujet justement sur l'angle de la multipotentialité. C'est pour ça qu'on voulait toucher à ça. C'est vrai que c'est une des questions par laquelle je voulais commencer ce live justement. Pourquoi les multipotentiels finalement sont, d'après toi, plus exposés au burn-out? Qu'est-ce qui fait que, on a tellement nous dans la communauté, c'est vrai que quand on fait un petit sondage, comme ça, quand on fait des échanges en visio, avec les membres de la communauté, eh bien on se rend compte que, je c'est un petit chiffre au doigt mouillé, hein, mais je veux dire 90 des personnes avec qui on échange ont déjà fait un burn-out, un ou plusieurs. Et donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très courant chez les personnes qui ont un profil multipotentiel. Est-ce que toi tu aurais, ouais, des idées d'où ça pourrait venir? Pourquoi on serait, peut-être plus touché par ça? Alors, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est, comme je l'ai un petit peu évoqué à l'instant, vouloir faire plein de choses en simultané et donc forcément l'agenda se remplit davantage, l'énergie se dépense davantage, et cetera. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie, j'ai envie de dire, de la problématique et de ce qui va causer et favoriser le burn-out chez ces profils-là. D'ailleurs, j'ai même envie de dire, si c'était que ça, tu règles le souci avec une petite formation en organisation, en gestion du temps, et c'est réglé. Tu vois, ça va plus loin que ça, c'est qu'en fait, on est sur des profils, et les multipotentiels qui nous regardent, je pense, ne diront pas le contraire, des profils pour qui le besoin de sens est très important, mais vraiment ultra important, le besoin de sens dans le travail et dans ce qu'on fait d'une manière générale. Alors, le besoin de sens, c'est un besoin qui est aussi commun à de nombreux êtres humains. Hein. Ce n'est pas exclusivement réservé aux profils multipotentiels, bien entendu. Mais chez les multipotentiels, c'est quand même assez puissant, assez fort, très récurrent, voire même largement plus intense que chez la moyenne.
Et le truc, c'est que le burn-out, il survient aussi et surtout par rapport à une perte de sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, et là, je m'adresse aussi bien à des personnes multi, pas multi, des personnes qui sont à leur compte ou même des salariés, vous pouvez très bien avoir un job à mi-temps qui vous prend pas beaucoup de temps, qui vous demande pas beaucoup d'énergie, mais être dans une perte de sens totale où vous vous dites bah en fait je perds mon temps, ça n'a aucun intérêt, je ne vois pas le sens ni la plus-value de ce que je fais, je me sens inutile, je n'ai pas l'impression de contribuer, je ne me sens pas à ma place. Tout ça, ce sont des choses qui vont favoriser complètement le burn-out. Parce qu'en fait, même si tu n'es pas en train de t'épuiser à faire 15 heures de boulot par jour dans des conditions ultra difficiles physiquement, etc., etc., eh bien, en fait, juste ça, c'est largement suffisant pour pouvoir te plonger potentiellement dans quelque chose qui va être assimilé au burn-out, quoi. Ou être complètement dans un burn-out. Mmh. C'est marrant ce que tu partages, vraiment, ça me fait penser à une de mes dernières expériences, professionnelles, où justement, où je travaillais dans une grosse boîte et je travaillais en temps partiel et c'est vrai que je me disais: «Beh, c'est bien parce que travailler, 4 jours sur 5, beh, ça me permet d'avoir un jour où je peux travailler sur mes projets annexes, tout ça». Mais comme, il y a eu un moment où j'ai perdu complètement le sens de ce que je faisais et je me demandais, bien à quoi ça servait, de continuer à travailler dans cet établissement. Je suis parti complètement en burn-out en fait. J'y arrivais pas, j'avais pas l'énergie, mais alors pas du tout, du tout, du tout l'énergie pour, travailler sur ce projet, mes projets, annexes, pendant ce jour off ou, pendant le week-end. C'était, insurmontable en fait. Je mettais 3 jours à me remettre de ces 4 jours de travail parce que je souffrais pendant ces 4 jours à me dire: «Mais, en fait, ce que je fais, ça sert à rien et je suis dans un environnement qui est pas sain, pour moi et je sais pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait. Je m'imagine pas non plus, tu vois, dans ces conditions-là et pourtant on connaît l'enthousiasme que peut avoir un multipotentiel, pour l'apprentissage, pour de nouveaux projets et cetera. Mais là, j'en étais venu à un point où, j'avais plus du tout de force, d'enthousiasme pour quoi que ce soit. J'avais juste, envie que les jours passent et plus les jours passent, plus, je me disais: «À quoi bon?» quoi. Exactement. Mmh. Exactement. Mais c'est un très bon exemple parce qu'en fait, si ton activité professionnelle et même j'ai envie de te dire, c'est pas forcément ton activité professionnelle, c'est ce à quoi tu dédies ton temps, tout court. Parce que même si c'est pas rémunérateur, admettons, je donne un exemple, mais peut-être que, tu es, je sais pas moi, une personne qui, heu, est chez elle parce qu'elle a un parent dépendant, par exemple. Et donc cette personne, elle a un contrat qui la rend assistante de cette personne, par exemple. Ou alors tu es mère ou père au foyer, par exemple. Ou que sais-je. Tu peux avoir par exemple une activité associative à côté de ton travail. En fait, quel que soit ce que tu fais, si dans ce que tu fais, il n'y a pas un moment donné où tu es nourri par rapport à tes besoins, par rapport à ton besoin d'accomplissement aussi, très important, ben, au bout d'un moment, ce que tu fais, c'est juste drainant. Ça te draine et ça t'épuise, mais d'une façon qu'on a du mal à accepter parce qu'on se dit mais mince, j'ai pas fait un trek, j'ai pas fait un Ironman ou un marathon ou quoi que ce soit. Enfin voilà, juste, il y a des gens qui font 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de choses que moi sur une journée et ils sont pas épuisés comme ça. Pourquoi? Et en fait, du coup, on commence à se dire, comme tu le disais, voilà, sur mon temps libre, j'arrivais pas à me dédier à mes projets. On commence à se dire qu'on est procrastinateur. On commence à culpabiliser, à se dire ah bah je suis feignant ou peut-être qu'en fait mon projet me passionne pas tant que ça. Non, en fait c'est juste que ce que tu fais de ton temps te draine tellement que derrière bah oui 4 jours de travail, 3 jours pour t'en remettre. Ouais voilà, exactement, exactement. Et tu vois récemment j'ai eu un échange avec une personne qui est
en train de se relever du burn-out. Et en fait, elle me disait qu'elle vivait avec une fatigue 9 sur 10 tous les jours. Mais quand elle fait quelque chose où elle se sent vraiment à sa place, là, d'un seul coup, son énergie remonte d'un coup, quoi. Donc, elle passe d'une fatigue 9 sur 10 à quasiment pas de fatigue, quoi. Mais le problème, c'est que ça arrive pas assez souvent. Et en fait, elle me disait, mais c'est dingue, comment ça se fait? Et je lui disais, oui, mais il n'y a rien de plus nourrissant que de faire ce qui t'accomplit, en fait. C'est parce que l'énergie, ce n'est pas simplement une histoire d'énergie physique. Il y a différentes sortes de fatigue, fatigue cognitive, etc. On peut en citer plein. Et en fait, ça ne suffit pas de simplement te dire je vais faire une sieste, je vais rien faire de mon week-end. Il y a aussi l'idée de faire des choses qui nous nourrissent et qui nous permettent de nous sentir accomplis. Ouais, effectivement, j'aime bien le mot que tu as utilisé, c'était drainant, en fait. Ça m'a vraiment replongé dans ce moment où j'avais l'impression, en fait, que mon réservoir d'énergie s'épuisait totalement, mais qu'il ne s'en remplissait jamais, en fait. Il y avait rien de gratifiant, et il y avait rien qui me redonnait l'énergie comme tu l'as souligné. En fait, il y avait pas de tâche finalement qui me redonnait, ouais, ce regain d'énergie et de me dire: «OK, je me sens accompli, je me sens utile, je sens que je sers à quelque chose, je sens que j'apporte quelque chose». En fait, je me dis: «Bon, en fait, je suis là, je suis pas là et quelqu'un d'autre qui fait mon travail». En fait, c'est exactement la même chose et heu et en fait, quand tu es dans ces moments-là, moi, dans cette période-là, je voyais pas vraiment de solution, en fait, parce que je sais pas comment faire. Parce que quand tu es dans cette espèce de boucle où, en fait, tu as ton énergie qui est drainée, comme tu disais et tu es complètement vidé et qu'il te faut 3 jours après pour t'en remettre. Et je me rappelle, hein, on parle souvent en fait de ce cas où on attend les vacances pour pouvoir se recharger de de travail qui sont drainants et en fait, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe comme ça, où on attend les vacances pour pouvoir refaire le plein d'énergie et c'est hyper, nocif en fait comme, façon de fonctionner. Mais le problème, c'est que quand tu te retrouves dans cette situation, c'est difficile de trouver les ressources pour pouvoir, dire stop, pour pouvoir, finalement, sortir de cette boucle, infernale, quoi. Est-ce que toi, tu aurais, un conseil? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve dans cette situation-là pour, se dire: «Mais attends, ça là, c'est pas bon quoi, je peux pas continuer comme ça»? Alors, il y a plusieurs cas de figure parce que bien entendu, ça dépend du contexte. Ouais. La situation drainante que tu vis, est-ce que tu peux t'en défaire ou pas? Déjà, ça bien sûr, c'est évidemment, la première question à te poser parce que je peux te dire, si par exemple, si tu es à ton compte et que, ton activité finalement, c'est toi qui la design, premier truc que je vais te dire, c'est: «Tu es ton propre patron, pourquoi tu continues à faire des trucs qui te drainent?» Il y a quelque chose à changer dans ton offre, ta manière de travailler, et cetera, et cetera. Et là, tu peux opérer une transition en te disant: «OK, comment je peux être davantage dans ma zone de génie? Comment je peux servir mes clients en étant davantage dans ce qui me donne de l'énergie? Et comment je peux cesser de les servir en faisant des choses qui me drainent?» Ça, c'est une chose. Par contre, tu es peut-être dans une situation qui peut pas trop bouger. Je te donne un exemple. Admettons que tu sois parent de 3 enfants et puis du jour au lendemain, tu divorces et tu te retrouves seule avec tes 3 enfants, par exemple. Tu vois, il y a des situations comme ça. Bon, c'est même, tu as beau aimer tes enfants à la folie, devoir les éduquer seuls, ça peut être extrêmement éreintant, stressant, bien évidemment, c'est voilà, c'est extrêmement difficile. Et c'est pas forcément une situation de laquelle tu peux te dépêtrer parce que tes enfants, a priori, tu vas pas aller les rendre au supermarché, quoi, tu vois? Tu vas pas faire un échange. Même si tu es dans Donc les 14 jours? Non, 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 ça marche pas. non, mais voilà, non, mais tu vois, il y a des situations comme ça. Voilà, tout à l'heure, je parlais, par exemple, des personnes qui sont aidants de proches en difficulté, des personnes qui, ont un job, mais qui n'ont pas forcément de formation, et qui, du coup, se sentent pas forcément capables d'en changer. Donc,
doivent peut-être rentrer dans un processus de reconversion professionnelle pour pouvoir en changer, etc. Ce qui est excellent. Hein. Si vous êtes dans un métier que vous détestez, n'hésitez pas à vous reconvertir. Hein. Ça, je le conseillerais toujours. Mais le truc, c'est que, ok, mais en attendant, je fais comment ? En attendant, je fais comment ? Parce qu'une reconversion, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Tes enfants, ils vont gagner en autonomie avec le temps, mais en attendant, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas vraiment en ton pouvoir sur l'instant, ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face à des situations drainantes que tu ne peux pas changer, et j'insiste là-dessus parce que vraiment, parfois, on pense qu'on peut pas les changer alors que si, ok ? Là, je vous ai vraiment donné des exemples où, voilà, c'est vraiment, c'est des situations qui sortent un peu de votre zone de contrôle, mais grosso modo, la plupart du temps, on est dans des situations qu'on peut changer quand même. Hein. Mais en attendant d'eux, ce que je recommande, c'est vraiment d'apprendre à équilibrer les ressources dont on dispose avec ses attentes de résultats. Parce que quand on est multipotentiel, et que comme toi, on a un job, enfin comme tu avais un job à mi-temps, 4 jours par semaine, qui te draine et tout et tout. Mais tu as quand même 3 jours dans ta semaine où tu pourrais faire toutes les multiples choses que ton profil multipotentiel te donne envie de faire. Le truc, c'est que dans ces moments-là, c'est aussi important d'apprendre à se dire « je ne suis pas dans la bonne configuration » pour faire les 350 000 trucs que j'ai envie de faire sur mon temps libre. Et d'apprendre à choisir ses batailles sur le moment. C'est-à-dire que si ton objectif... Donc là, en fait, je visualisais vraiment une balance. Avec d'un côté vos ressources. Donc les ressources, c'est littéralement tout ce qui va te permettre d'atteindre un résultat. Les ressources, ça peut être des proches qui te soutiennent, ça peut être ton sommeil, ça peut être une bonne alimentation, ça peut être une audience fidèle sur les médias sociaux, ça peut être tes compétences. Voilà, c'est toutes tes ressources, ok ? D'un côté, il y a tes ressources et de l'autre, il y a les résultats que tu attends. Si tu t'attends à mener de front, je sais pas moi, 5 activités créatives, 3 idées de business et l'apprentissage d'une nouvelle langue sur tes 3 jours par semaine. Bon, là, vous avez compris, je donne des exemples un peu démesurés, mais honnêtement, Non, parfois, c'était un peu ça. quand on voit les Un peu ça, to-do list de certains multipotentiels, dans un monde parfait, je fais ça tous les jours. Honnêtement, parfois, on n'est pas loin. Bref. Et que d'un côté, au niveau ressources, en fait, tu as un métier qui te draine. Donc, du coup, ta ressource énergie, ta fatigue cognitive, le stress, toute la suradaptation que tu as dû solliciter toute la semaine. Donc, en fait, tes ressources, elles sont, mais en tout cas, en partie, elles sont ras les pâquerettes. Forcément, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et plus cette balance ressources-résultats va être déséquilibrée, plus ça va déclencher du stress. La définition du stress au travail, c'est ça. C'est une réaction du corps face à un déséquilibre entre les ressources dont on dispose et les résultats attendus. Donc, du coup, l'idée, ça va être de se dire, OK, comment est-ce que je peux optimiser mes ressources et comment je peux ajuster mes résultats pour être sur une balance qui va être à peu près équilibrée et sur quelque chose de satisfaisant. Et à terme, bien sûr, comment est-ce que je peux faire pour me libérer, quand c'est possible, de la situation drainante ou comment est-ce que je peux faire pour que la situation soit moins drainante. Peut-être que la situation est drainante aussi parce que, là encore, vous fonctionnez avec un mauvais équilibre ressources-résultats. Tu vois ? Donc, ça peut être peut-être que faire la part des choses entre les exigences peut-être de votre direction et les exigences que vous projetez sur vous-même. Parce que parfois, on se met la pression tout seul. Il y a des cas de figure, bien sûr, où il y a une pression de la direction qui est absolument pas acceptable et qui est très grave et de l'ordre parfois même du harcèlement. Et dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Mais il y a aussi beaucoup de personnes
avec lesquels j'ai pu parler, des cas qu'on a pu voir, des personnes qui sont perfectionnistes. Ça va souvent avec aussi le profil. Ces personnes-là, elles ont besoin de personne pour se mettre une pression démentielle à leur poste de travail. Et en fait, si elles revoyaient un petit peu tout ça à la baisse, alors bien sûr, je dis ça, c'est pas facile à faire, ça demande souvent d'être accompagné. C'est pas forcément facile de le mettre en place tout seul, sinon, encore une fois, il n'y aurait pas autant de burn-out, etc. Mais du coup, de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Le résultat que tu attends, si tu es ultra exigeant envers toi-même, comme si tu devais faire le travail de 10 personnes, automatiquement, ta balance, elle sera toujours déséquilibrée et tu seras en stress chronique, du coup, parce que tu seras en stress en permanence. C'est super intéressant. J'aime beaucoup l'image justement de cette balance avec les ressources et les résultats attendus. Parce que c'est vrai qu'effectivement, je comprends que toi, tu aides beaucoup d'entrepreneurs justement justement à essayer de retrouver cette balance. Parce que souvent, on se met des objectifs complètement démesurés par rapport aux ressources qu'on a. Mais c'est vrai que justement, l'appliquer, même quand tu es dans un cadre salarial, moi, je me rappelle, si je dois continuer à parler de cette expérience, c'est vrai que les ressources que j'avais par rapport aux objectifs de résultats que j'attendais, alors que j'avais absolument plus d'énergie, j'avais du temps, mais le temps, ce qui est marrant, c'est que souvent on dit qu'on est multipotentiel et qu'on a envie de faire plein de trucs et qu'on a un enthousiasme débordant et que vraiment on a envie de faire des choses. On pense que c'est une question de temps, en fait. On pense qu'il nous manque du temps alors que ça, c'est pas le temps, tu l'as dit, d'entrée, en fait, pendant cela et c'est vraiment un problème d'énergie, en fait. Quand tu as beau avoir le temps, de temps en temps, tu es juste à plat. C'est juste, moi je te dis, c'est vraiment ces 3 jours, je suis à plat. Il y a plus rien qui passe, je peux plus, il y a plus rien qui peut rentrer aussi, ne serait-ce que comme apprentissage. Il y a plus rien qui peut sortir, créativement et à ce moment-là, je me retrouve, ouais, un peu à faire passer le temps et à entre mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et tu me dis si je me trompe, c'est que en fait, on peut vraiment jouer sur les 2 fronts. C'est-à-dire, soit essayer d'augmenter son nombre de ressources, c'est-à-dire peut-être le nombre de repos le repos qu'on peut avoir, le nombre de personnes qui peuvent nous aider, financièrement aussi, peut-être l'investissement qu'on peut y faire et cetera. Donc on peut jouer sur ça ou on peut baisser finalement les attentes, les résultats qui souvent, comme tu dis, avec, notre perfectionnisme, avec, cette volonté de faire énormément de choses. Moi, je plaide coupable, quand tu disais honnêtement, j'aurais pu lever la main à chaque fois que tu disais quelque chose. C'est-à-dire que et je le disais encore ce matin à quelqu'un avec qui on va travailler pour faire des vidéos pour Cameo. C'est-à-dire que moi, mon impatience, j'ai envie que ça sorte demain, en fait. Et souvent, les personnes qui travaillent avec moi, et toi, tu travailles souvent avec moi, on est souvent amenés à travailler ensemble avec Lauriane et tout. Vous êtes toujours là en train de me dire, attends, Julien, ça va prendre du temps, tout ça, en fait. T'es un peu loin, c'est bien, parce que ça, tu sais où tu veux y aller, où tu veux aller, tout ça, mais prends conscience que tout ça, ça va prendre du temps. Et c'est marrant parce que j'ai des rappels assez fréquents de soit par ouais, c'était de mesurer et puis ça prend plus de temps et c'est OK. Soit mon corps me dit OK, là, tu as appuyé sur l'accélérateur non-stop, même quand ton niveau d'énergie était à plat et tu t'es pris un mur. Mais non, ton corps te dit là, tu prends le repos en fait. Tu n'as plus d'autre choix, quoi. C'est tout à fait juste et il y a cette impatience et cette impatience, je la retrouve chez énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses burn-outées. On a cette sensation d'être constamment en retard et que les choses vont jamais assez vite. Je suis passée par là aussi et ça ne se change pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage de tous les jours. Moi, j'ai vraiment appris à accepter le temps que prennent les choses, mais je vous garantis que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est littéralement comme intégrer une nouvelle routine dans votre quotidien, une nouvelle habitude dans votre quotidien. De toujours se reprendre et de se dire, mince, là, je suis en train de m'impatienter. Je suis en train de vivre une frustration qui est excessivement inconfortable pour moi. Mais je sais que si je cours après l'apaisement de cette frustration par la satisfaction de mon désir, je deviens la marionnette de cette frustration. Et en fait, ne soyez pas la marionnette de votre frustration. Je vous assure. C'est
l'allée simple pour le burn-out et l'épuisement parce que on va jamais être, on sera jamais suffisamment content de soi, ça va jamais aller assez vite, ça sera jamais assez bien, rien ne sera jamais assez. Et donc à ce moment-là, on rentre vraiment dans un trou noir, un puits sans fond. Donc je pense que apprendre à gérer la frustration jusqu'à ce que en fait la frustration ne soit absolument plus un problème, ça fait vraiment partie des clés pour ne pas replonger dans le burn-out à plusieurs reprises. Parce que le truc, c'est que le burn-out, ça peut ne pas arriver qu'une fois. C'est ça aussi le gros souci. J'ai vu qu'on avait des messages dans les chats. Oui, tout à fait. Il y a un premier message d'Alba qui parlait de l'isolement, en fait, qui met aussi à plat et qui te remerciait aussi parce qu'apparemment tu as pu l'aider dans cette thématique. C'est vrai que c'est un vrai sujet, si tu peux nous en parler, c'est vrai que le fait moi, à cette époque-là, je me sentais, totalement incompris et seul, c'est vrai, par rapport à toutes ces décisions de grands changements que j'aurais pu initier dans ces moments-là. Quand tu te sens seul et non épaulé justement dans ces moments de vie qui sont particulièrement difficiles et qui justement, comme tu disais, il doit y avoir un changement, il y a une possibilité de changement. Mais quand non seulement tu as pas d'énergie, mais en plus tu as pas d'aide, c'est compliqué. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Alba disait, ça accentue la culpabilité parce que ce n'est pas une fatigue liée au fait de trop faire. Mmh. En fait, l'isolement, ça met à plat, oui, en fait, c'est le manque de stimulation. C'est-à-dire que c'est comme tout à l'heure quand je parlais du besoin de sens. Si tu n'es pas stimulé dans ton quotidien par ton travail, par tes activités, par les gens qui t'entourent, ou justement si tu es isolé, du coup, tu n'as pas de personnes autour de toi pour t'apporter une forme de stimulation, d'inspiration, de motivation. En fait, ça aussi, c'est quelque chose de drainant. Et parce que le passage à l'action, c'est, si tu veux, c'est vraiment comme alors c'est marrant que je dise ça parce que je sais pas faire de vélo. Excusez-moi, je suis dyspraxique, mais je vais quand même donner une métaphore avec le vélo. En fait, ce qui est le plus dur, c'est de mettre les premiers coups de pédale, trouver ton équilibre et après, ça roule tout seul. Et le passage à l'action, c'est pareil. Et en fait, si tu n'as rien pour mettre les premiers coups de pédale pour t'aider, tu vois, ça peut ne jamais démarrer. On a besoin de stimulation pour passer à l'action. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce que je dis aussi aux entrepreneurs qui désirent créer du contenu pour les réseaux sociaux. Tu ne crées pas du contenu à partir d'une page blanche. D'abord, tu stimules ton inspiration à travers peut-être en regardant une vidéo, en regardant un film, un documentaire, en lisant, en allant voir les créations de contenu d'autres personnes. Mais en fait, c'est hyper dur de devoir être son propre moteur seul et unique. On ne se rend pas compte quand on est... moi, vraiment, j'ai vu la différence quand je suis passée de salarié à entrepreneur. Quand on est salarié, mine de rien, on a un cadre et une hiérarchie qui joue quand même un rôle de moteur dans le sens où tu n'as pas le choix, il faut bien que tu te lèves et que tu te rendes à la pointeuse à telle heure et que tu sois présent. Tu n'as pas le choix d'être là. Et puis, tant qu'à faire, tu as fait 30 minutes de route pour être là, tu es là, tout le monde travaille. Et c'est un peu l'effet bibliothèque, tout le monde est là pour travailler, donc tu travailles. Tu vois ? Mais quand tu te retrouves seul, avec personne pour te donner un cadre, personne autour de toi qui est en train de travailler, et donc l'infinie possibilité de faire à la fois une partie de jeu vidéo, ta vaisselle ou un énième tri de ton dressing. Du coup, tu peux ou tout simplement rester bloqué sur ton téléphone aussi, parce que ce que tu dois faire, ça peut te figer. Être figé, c'est une réaction du stress. C'est une réaction du système nerveux. Et donc, quand tu es figé, en général, qu'est-ce que tu fais ? Tu finis sur ton téléphone. En général, c'est ça qui se passe. Et les gens se disent, je procrastine, je suis nulle, je suis faible et tout. Non, ton système nerveux, il t'a mis en mode freeze. Et quand tu freezes,
Bah, en général, ce qu'on fait quand on frise, c'est qu'on va sur le téléphone, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais oui, on a besoin en fait d'avoir des facteurs extérieurs qui favorisent notre passage à l'action, tout simplement. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui est essentiel à comprendre par rapport au burn-out, parce que, euh, encore une fois, si tu as passé 4 jours à être complètement drainé et sur les rotules, et que arrivé sur tes 3 jours de congé, tu fais rien pour te restimuler, te nourrir, tu t'essayes directement de passer de j'ai survécu à 4 jours de boulot à bon bah maintenant je vais être créatif, je vais travailler sur mes projets, je vais être inspiré et tout. Non, Mm. il manque un sas. Tu vois, il te manque un sas de ressourcement pour réoptimiser un peu tout ça et pouvoir du coup faire quelque chose qui t'inspire et qui t'intéresse et qui fait sens pour toi sur les 2 jours suivants, par exemple. Ouais, ouais, effectivement. Et ça, ce que tu disais, donc, c'est qu'une des ressources pour t'aider à faire ça, c'est aussi d'être entouré par Ouais, des personnes qui ont envie de te stimuler, qui ont envie de t'aider à avancer, peut-être à initier un changement s'il y a besoin de changement. Moi, ce que tu disais, ça me fait penser à ce qu'on fait faire pour les personnes qui suivent le parcours, justement, de se construire une équipe pour pouvoir, suivre le parcours, parce que c'est quand même une sacrée aventure. C'est pas mal de travail, beaucoup de réflexion et de s'entourer d'une équipe pour pouvoir, s'aider à avancer et puis à trouver les réponses et puis, tout simplement avoir, ouais, un support, qui est si important quand on cherche à changer les choses, quoi. Peut-être de oui, temps en temps, un inconfort dans lequel on a été pendant un moment et qu'on cherche finalement à changer, ça demande un effort, considérable, surtout quand tu as perdu beaucoup de force à être dans ces environnements, justement, dans cette situation qui t'a drainé. Mais c'est vrai, tu soulignes un bon point. C'est vrai que moi, on le dit presque à tous les lives avec Lauriane, mais pour nous, c'est fondamental d'être entouré, d'être bien entouré, d'être entouré aussi par des personnes qui, de temps en temps aussi vivent des situations équivalentes à celles qu'on vit ou qui ont vécu, des situations équivalentes aux nôtres. C'est hyper sain parce que derrière, eh bien, en face, on a des gens qui, comprennent ce par quoi on passe et qui t'encouragent et qui te jugent pas non plus pour les difficultés, heu, à laquelle tu fais face, quoi. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, de temps en temps, quand tu vis un burn-out, ouais, c'est un peu, ouais, tu es en train de procrastiner, en fait, tu fais rien pour changer, ouais, en fait, tu qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça, mais pourquoi tu te plains? Mais au moins tu as un boulot et cetera. Tous des discours qu'on a, je pense, tous entendus et qui, minent parce que derrière, ça renforce cette idée que, beh, c'est de notre faute et qu'on n'a qu'à bouger, nos fesses et que tout va être OK. Mais c'est pour ça que je trouve super intéressant ce que tu partages aujourd'hui, c'est que c'est des questions clés, c'est vraiment des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Un recul aussi peut-être qu'on n'a pas l'habitude de prendre sur: «OK, c'est quoi finalement les ressources dont je dispose aujourd'hui par rapport aux résultats que j'attends?» Si je vois qu'il y a un déséquilibre, si finalement j'attends un changement peut-être qui est trop important d'un coup alors que j'ai peu de ressources, peut-être qu'il faut que je revoie à la baisse et que je vais commencer par quelque chose de plus petit, hein. On en parle souvent de la méthode des petits pas, de commencer petit à petit et puis petit à petit, voilà. Mais ça nécessite de pouvoir avoir ce recul et se dire: «OK, finalement, j'ai peut-être pas les forces pour, tout changer du jour au lendemain, mais par contre, je peux commencer par des petites choses, peut-être, trouver des personnes qui peuvent m'aider, qui peuvent m'accompagner, peut-être me reprendre contact avec des gens bienveillants, qui peuvent m'aider ou des gens qui sont passés aussi par là et qui peuvent aussi me soutenir». Ça peut être, des ressources par rapport à la situation dans laquelle je vis, des méthodes, des formations, des coachings, peu importe. Mais en tout cas, c'est effectivement, pouvoir jouer sur ces deux fronts entre qu'est-ce qui me permet d'avancer et quels résultats j'attends et qui sont pas c'est pas non plus, j'ai envie de faire passer ce message aussi, c'est quand on se fixe des objectifs, c'est pas des objectifs qui sont enfermants, tu vois? J'ai Moi, j'ai un peu peur de ça. Souvent, en début d'année, les gens se mettent des objectifs, démesurés et puis ils ont l'impression ça leur met des attentes de dingue, en fait, sur les épaules et après ils ont l'impression qu'ils ont pas le droit de faire autre chose, même si dans l'année, ils ont eu, des signaux et qui leur disaient que, ouais, beh, soit tu as pas assez de ressources pour continuer à atteindre ces objectifs, soit au contraire, c'est peut-être pas le bon objectif et tu peux changer. Moi, j'ai un peu peur de ça et j'aime bien, en fait, garder cette agilité, de se dire: «OK, en fait, je me donne une direction, mais j'arrive fréquemment à faire des points
réguliers qui me permettent d'ajuster, en fait. Qui me permettent d'ajuster et de conserver cette notion de plaisir, cette notion où je vais me ressourcer, comme tu dis. Ouais. Ouais, et en fait, c'est super ce que tu dis parce que le truc sur lequel je pense, le truc qui fait vraiment toute la différence en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que, enfin, oui, en fait, quand j'ai participé à un concours de pitch récemment justement sur ce thème, et donc il fallait que je pitch mon activité donc en lien avec le burn-out entrepreneurial en 2 minutes. Et donc je me suis dit, ok, bah, si je devais dire qu'un seul truc, ça serait quoi? Puisque 2 minutes, c'est bonjour, je fais ça, au revoir. Enfin, voilà. Et s'il y a un seul conseil que je donnerais si je devais tout résumer, voilà, et tout réduire à une seule chose, c'est être bienveillant envers soi-même. Vraiment, c'est d'apprendre à être ultra bienveillant envers soi-même. Pourquoi? Parce que quand tu te fixes un objectif et que tu n'arrives pas à te détacher en cours d'année de l'objectif que tu t'étais fixé au début parce qu'il y a un truc de oui, mais je m'étais engagée à le faire et du coup, si je l'ajuste maintenant, bah, c'est de la triche parce que du coup, dans le fond, ça veut dire que je suis nulle, que je suis pas capable, que machin. Tout ça, c'est juste du perfectionnisme, c'est de la malveillance envers vous-même, c'est de l'autoflagellation, c'est juste ça. Si on doit résumer, c'est juste ça. Et je ne suis pas capable de faire autant de trucs assez vite, et il n'y a rien qui avance et c'est de ma faute, et etc., etc. Je vous assure que si vous changez votre relation à vous-même et votre regard sur vous-même, et que d'un seul coup, vous vous autorisez à aller à votre rythme, vous vous autorisez à être imparfait, vous vous autorisez à vous reposer quand vous en avez le besoin, parce que c'est pareil, on va culpabiliser de se reposer, etc., etc. À partir du moment où vous commencez à vous traiter avec la plus grande des bienveillances, votre potentiel, il fait x10. Là, j'ai encore une cliente là que j'accompagne, donc elle est en post-burnout, je l'accompagne à reprendre son activité entrepreneuriale après son burnout. Elle m'a dit, en une semaine, j'ai fait plus de choses que j'en faisais en 3. Parce que elle a commencé à vraiment prendre soin d'elle, à vraiment se poser la question de ses ressources, de ses résultats. Est-ce que je suis bienveillante avec moi-même quand je me fixe ces résultats par rapport aux ressources que j'ai? Ou est-ce que je suis pas en train de juste me traiter comme un robot qui va réussir à faire des trucs de fou alors qu'il n'a pas besoin de ressources, alors qu'il est en manque de ressources? Et quand on parle des petits pas, donc de réajuster les objectifs, les attentes de résultats, je tiens à préciser que ça ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Parce que souvent, c'est ça que les gens ont peur. Ils se disent, mais si je revois mes objectifs et mes attentes de résultats à la baisse, ça veut dire que je dois rester dans des ambitions qui sont plus basses, médiocres, etc. Non, non, ça veut juste dire que pour arriver en haut de l'échelle, tu attrapes le barreau qui est devant toi. Et au lieu d'essayer de sauter pour atteindre le haut de l'échelle, tu vas juste faire barreau après barreau. Voilà, c'est juste ça en fait. Ça veut dire que derrière, tu sais où est-ce que tu as envie d'arriver. Si cet objectif évolue sur le chemin, c'est très bien aussi parce que tu as appris que ça ne disait absolument pas de toi que tu étais quelqu'un de volatile, de éparpillé ou quoi qu'est-ce, ou de changeant, de girouette ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que tu affines ta perception de ce que tu veux sur le chemin à force que tu apprends qui tu es. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas arriver à tes ambitions. C'est juste qu'au lieu de ne jamais y arriver et de tourner en rond parce qu'en fait, tu es constamment tellement épuisé que bah voilà, tu essaies de sauter en haut de l'échelle, tu te prends le mur, tu tombes. Voilà, 3 mois pour t'en remettre. Ok, est-ce que tu as vraiment envie de réessayer après? Je suis pas sûre, tu vois. C'est vraiment, si je devais résumer, c'est vraiment ça. C'est une question de apprendre à être méga bienveillant envers soi-même. Moi, ça me fait penser
Ce que tu dis là sur la bienveillance envers soi-même, c'est un exercice que j'aime beaucoup qui est, en fait, d'imaginer que, la situation que tu vis, c'est ton ami qui la vit et il est à côté, il te raconte ça. Qu'est-ce que tu lui dirais, quoi? Et quand tu prends ce pas de côté et que tu dis: ben ouais, en fait, si jamais c'était mon ami, je lui dirais pas, que c'est un gros nul, qu'il a tort de se reposer, que, il est incapable et cetera. Non, je serais bienveillant avec lui, je lui dirais de prendre soin de lui, de faire attention, que je suis là, que je peux l'épauler et cetera. Voilà, j'essaierai de le conseiller, j'essaierai au moins d'être là, d'être à l'écoute, en fait. Et c'est vrai que souvent quand on fait ce travail, se dire: «Mais en fait, je me traite de manière» en fait, tu l'as dit, hein, je me maltraite, en fait. On a Oui, tendance vraiment à être extrêmement ouais. difficile envers nous-mêmes. Ah oui, Et te et On on n'a pas se le droit d'échouer, on a ouais, mais oui, mais on se ouais, parle comme jamais on n'oserait parler à qui que ce soit. totalement, ouais. Et on devient le patron toxique qu'on a choisi de plus avoir en démissionnant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est voilà, donc enfin, je parle pour les personnes qui ont démissionné, mais pareil, si vous vous êtes, reconvertis ou si vous avez juste changé de boulot parce que vous supportiez pas, comment vous traitez la hiérarchie, bah, en fait, derrière, oui, mais est-ce que vous êtes pas en train de vous infliger le même, traitement? Et tout à l'heure, Marianne, elle disait qu'il y a aussi, un désespoir parce que les choses n'avancent pas assez vite dans tes projets, mais tu es tellement à plat que du coup, tu te dis, mais je vais jamais y arriver. C'est important de comprendre une chose, c'est que l'énergie, elle revient. Si votre énergie est à plat suite à un burn-out, hein, je précise, parce que bien sûr, il y a la fatigue chronique, ça peut être causé par tout un tas de causes médicales aussi. Hein, donc, bien sûr, ça ne dispense pas d'aller explorer aussi avec votre médecin, voir s'il n'y a pas d'autres causes. Moi, par exemple, récemment, on m'a découvert une carence alimentaire qui expliquait énormément de choses par rapport à ma fatigue actuelle. Je ne parle pas de la fatigue que j'avais post-burnout, mais par rapport à ma fatigue actuelle. Fin de la parenthèse. Donc, la fatigue que vous ressentez, les batteries à plat que vous avez suite à un burn-out, il faut bien comprendre une chose, c'est que déjà de 1, c'est complètement normal. Les personnes qui passent par le burn-out, bah, elles passent par cette phase-là. Ensuite, bah, c'est important de se donner du temps. Là, pour le coup, il y a vraiment besoin d'un ralentissement, voire d'un arrêt total d'activité, si vous pouvez vous le permettre. Et encore une fois, souvent, on se dit, je peux pas me le permettre parce que à mon travail, ils vont être perdus sans moi et tout. Voilà, souvent, encore une fois, je dis attention, parfois vous pensez que vous pouvez pas, en vérité vous pouvez, mais vous n'osez pas, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit de le faire, que vous abandonnez les autres, que vous manquez de conscience professionnelle si vous le faites, etc., etc. C'est justement ce genre, encore une fois, de maltraitance envers soi-même qui font que vous en êtes arrivé au burn-out, justement. Et en fait, ce temps de repos et de retour sur soi et de ralentissement, il est nécessaire. Mais par contre, après, l'énergie, elle revient, mais encore une fois, à condition de ne pas la cramer à peine quand elle est là. Donc, quand vous commencez à voir que vous êtes de nouveau capable de travailler, de faire des choses et tout, ou même, voilà, vous dites, ok, bah, aujourd'hui, je me sens un peu moins fatiguée que les autres jours, je vais faire ça, ça, ça. C'est vraiment, encore une fois, de toujours vérifier la balance. Attends, c'est pas parce que là je me sens 5% moins fatiguée que il faut que je crame toute mon énergie en une journée. Et qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place aussi dans ma semaine ou dans ma journée pour me ressourcer aussi, pour me faire du bien à moi aussi. Parce que bah, c'est ça qui vous réénergise aussi. C'est pas simplement dormir. C'est aussi se nourrir intellectuellement, créativement, spirituellement, etc. Ouais. Je pense que tu soulèves un point qui est important aussi, c'est le fait que c'est pas en travaillant plus qu'on Non, accomplira plus, en fait. Souvent, c'est juste en travaillant mieux et travailler mieux, ça passe par, augmenter ses ressources dont, bien, le sommeil, mais pas que, hein. Ça va être les interactions, ça va être pourquoi pas, passer du temps avec sa famille, ça va être, pouvoir voir quelque chose qui vous, heu, qui vous apprend quelque chose de nouveau, pourquoi pas, hein. Ça peut être, une nouvelle formation, ça peut être peu importe, heu, même une série ou peu importe. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est juste ça, en fait, c'est de pouvoir être
faire en sorte qu'on se trouve dans les meilleures conditions pour, au moment où on a décidé de travailler, eh bien, on a vraiment, l'énergie qu'il faut et on a aussi, nos esprits pour éviter d'être pollués par, toutes ces voix internes de: «Tu fais pas assez, tu devrais faire ça différemment» et cetera, quoi. Ouais. Mmh, Ouais, ouais, ouais. Et, d'ailleurs, Alba qui parlait de l'importance du moment présent mmh, dans le chat, parce que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Julien, pour reprendre ton exemple, tu te fixes des objectifs pour l'année qui sont très très hauts, par exemple, et du coup, la personne se retrouve un peu en mode, bah, je suis très loin de mes objectifs, ils sont très loin à atteindre, et ben, du coup, tu te retrouves un peu avec ce sentiment de j'y arriverai jamais, c'est écrasant, c'est pas assez, ce que je fais aujourd'hui, j'y arriverai pas et tout. Et effectivement, c'est hyper important de revenir dans le moment présent. Et moi, je suis allée au point que quand j'étais en burn-out et quand je l'entretenais, parce que j'en ai fait plusieurs, donc entre deux burn-out, je prenais soin de bien l'entretenir, tu vois, de bien l'arroser tous les matins. Et ce que je faisais, c'est que dès que j'ouvrais les yeux, j'étais pas dans le présent. J'étais en train de me projeter sur ce que je dois avoir fait à la fin de la journée, ce que je dois avoir fait à la fin de la semaine, à la fin du mois, etc., etc. Mais même à la fin de la journée, tu vois, c'était déjà trop. Parce que du coup, je me mettais tellement d'objectifs pour la journée que c'était déjà trop, en fait. J'en suis arrivée au point où je me suis exercée à ne pas voir plus loin que la prochaine action. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, je commençais à penser à tous les trucs et je me mmh. dis, ah non, c'est vraiment se faire un chute mentale, tu vois. Ouais, ouais, ça me C'est vraiment, c'est de la gymnastique, c'est un muscle à muscler. Et donc, je me disais, bon, chute, non, c'est quoi la prochaine action? Ok, c'est mettre tes chaussons. Ok, ils sont où tes chaussons? Tu vois? Maintenant, c'est quoi? Prendre ton café. Ok, donc tu vas prendre ton café et de vraiment s'exercer comme ça à ne pas se projeter plus loin que là. J'étais allée jusque là pour pouvoir, du coup, apprendre à être dans le moment présent. Aujourd'hui, c'est une seconde nature. mmh, mmh. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, vraiment, c'est une seconde nature. Parfois, j'entends mon conjoint pendant le petit-déj, il me dit, ah, il faudra penser à arroser les plantes tout à l'heure. Et moi, ça me choque. Je suis là, je dis, mais pourquoi tu me parles des plantes de tout à l'heure alors qu'on est au petit-déj là? Pourquoi, comment se fait-il que cet onglet de l'ordinateur de ta tête se soit ouvert comme une fenêtre qui apparaît inopinément tu vois, sur ton écran? Mais ça, pareil, c'est une gymnastique. Mmh. C'est un truc qui se muscle. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un des meilleurs outils que j'ai développé, ces dernières années, c'est vraiment ce chute mentale comme tu dis, où, je commence à penser à un truc, tu vois? Puis, ouais, j'ai pas fait ça, il va falloir que je fasse ça et cetera. On est en plein week-end et cette capacité de dire: «Ben, en fait, non, c'est pas le moment d'y penser. J'y penserai, en temps voulu, quoi» et là, je profite C'est et le problème du Julien du futur. ouais, c'est ça et mais ça fait un bien fou, en fait, de pouvoir juste se dire: «Non, c'est pas le moment». OK, je comprends. Ce qui m'avait initié à ça, c'est quand j'avais commencé la méditation il y a quelques années, et justement ils en parlaient qu'on a des pensées qui viennent, on les contrôle pas forcément. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est est-ce qu'on va poursuivre ces pensées? Est-ce qu'on va courir après et on va continuer? On peut tout simplement dire: «OK, d'accord, j'ai compris, je pense à ça, mais là, c'est pas le moment». Et tu vois, et ça, ça a été, vraiment un outil qui m'a énormément aidé. Mais ce qui est marrant aussi, c'est ça, je vais vous partager un truc, c'est que moi, pendant un moment, j'avais quand même la croyance que quand j'avais quelque chose d'important à faire, genre une conférence, un cours, enfin une prise de parole ou d'autres trucs, il fallait carrément que je sois possédé par la chose et que j'y pense tout le temps pour arriver à un résultat significatif. J'avais vraiment cette croyance, tu sais, tu vois, cette, croyance de l'artiste, tu vois, qui ne pense plus qu'à ça, c'est possédé par son œuvre et machin et cetera et je me disais: «C'est ça me permet d'atteindre des résultats, significatifs parce que je ne pense plus qu'à ça, je ne regarde plus que du contenu sur ça, je passe» voilà, c'était une autre époque, hein, c'était un moment où j'avais moins de responsabilités, j'ai pas d'enfant, tout ça, mais j'avais vraiment cette croyance qui était assez dure de me dire: «Il faut que je vive ce truc et il faut que même quand ça fait mal, il faut que ça soit là, quoi. Tu vois? C'est quand même,
Voilà, je ne sais pas si jamais ça parlera à des personnes qui nous écoutent, soit maintenant ou qui nous regarderont en replay. Si jamais si jamais, dites-moi si je suis fou, hein, si jamais il y a que moi qui pense à ça ou si ça vous est arrivé aussi, c'est pas grave, hein, je l'assume, totalement si je suis tout seul. Mais non, tu sûrement pas tout seul ça me parle aussi, hein. Moi, j'étais la spécialiste de quand je vais quelque part que je connais pas, il faut que je vis. En fait, ce que je faisais, c'est que je visualisais le trajet et chaque action dans ma tête. Mais genre, voilà, tu prends ton sac à main, tu prends ta veste, tu arrives à la voiture. euh, Au feu rouge, tu tournes à gauche, tu vois. Et en fait, je faisais ça tout le temps parce que c'était des stratégies, comme certainement ça doit être ton cas, des stratégies que j'avais appris à utiliser tout simplement pour réussir à répondre à certaines attentes, atteindre certains objectifs, tu vois. Sauf que la question, c'est à quel moment ça te dessert. Parce que la visualisation, par exemple, c'est très bien. C'est utilisé par des sportifs de haut niveau, même dans des entraînements très intenses, à l'armée, ce genre de choses, tu vois. Mais à quel moment tu bascules du côté de je visualise pour optimiser ma performance à en fait, je suis juste en train de vivre à donf une anxiété de performance. Et ce que je fais là, c'est juste en fait des pensées qui sont générées par de l'anxiété, tu vois. Et la frontière, elle est fine. Hein. Ouais. Et la frontière, elle est très fine. Et souvent, la frontière, elle se situe quelque part au niveau de comment tu as traité ton système nerveux en amont. C'est-à-dire que faire ça dans un espace de sérénité où en fait, tu te dis, OK, là, j'ai une conférence dans une semaine. Là, je prends 3 jours pour la préparer et je suis dans ma bulle pendant 3 jours et je suis à fond et c'est super et tout. Et après les 3 jours, je coupe et je suis trop contente de moi et c'est génial. Ou alors, est-ce que en fait, tu le fais dans un espace de je suis stressée, j'ai peur de ne pas y arriver, je ne me suis pas ressourcée avant, je n'ai pas forcément l'intention de me ressourcer après. Tu vois, je le fais sous pression, je le fais parce que sinon, je ne serais pas à la hauteur. Tu vois, est-ce que, encore une fois, es-tu la marionnette de quelque chose comme ton anxiété ou ta frustration, ou est-ce que tu le fais vraiment dans un espace de non, c'est cool, j'apprécie ce que je fais, je sais ce que je fais, je suis en contrôle, etc. Super intéressant. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est vrai que soit tu le prends comme un challenge effectivement, ça peut hanter tes pensées parce que tu as envie de bien faire et tu as envie d'avoir des résultats Ouais. et c'est juste, tu prends du plaisir aussi parce que c'est un challenge pour toi et ça va te faire progresser. Soit comme tu dis, c'est une attente démesurée par rapport à un résultat que tu veux, que tu ne contrôles, pas non plus et que tu te mets une pression de dingue. Alors merci, les personnes dans le chat, hein, Marjorie, Marianne qui me disent que je suis pas fou de réagir comme ça, et de me dire ça. Mais, et merci Bruno pour ton commentaire sur le live. Mais voilà, c'est vrai que c'est une super, remarque ce que tu dis. C'est vrai que ça dépend finalement, je veux dire, l'intention, l'état d'esprit dans lequel tu es pendant que tu fais ça. C'est ça. Ah, mais Ouais. ça fait toute la différence. C'est la même action, selon pourquoi tu le fais et l'état d'esprit dans lequel tu es et l'état nerveux dans lequel tu es. Mmh. Parce que finalement, si on prend l'exemple d'une passion, parce qu'on est souvent, très passionnés, les multi et cetera et de temps en temps, on est complètement possédé par le sujet qui nous démange et on a envie de tout découvrir sur une thématique. C'est pas quelque chose de malsain ça. Tu vois? C'est plutôt quelque chose que je trouve plutôt sain de se dire: «Attends, c'est tellement passionnant, je suis en train de découvrir tout un univers que je connaissais pas, je regarde plus que du contenu sur ça» et cetera. Voilà, ça peut, là, ça peut être quelque chose. Par contre, si on se dit: «Là, je découvre quelque chose, il faut absolument que j'en fasse quelque chose, il faut absolument que ça me serve dans la vie, que ça j'en fasse quelque chose dans mon métier ou que je fasse une formation derrière parce que sinon je vais perdre mon temps parce que je vais faire ça», effectivement, l'état d'esprit, c'est plus le même. Alors, Donc comme tu dis, la oui, frontière est mince. la frontière est mince et d'ailleurs, c'est même encore plus subtil que ça, je pense, parce que tu peux complètement être en burn-out alors que tu fais que des trucs qui te passionnent. Parce que quand tu fais des choses qui te passionnent,
Le risque, c'est de ne pas être en mesure de t'arrêter. Tu aimes ce que tu fais, tu te sens pas faiblir. Tu te sens pas faiblir, tu vois pas le mur venir. Tu sens pas tes ressources diminuer, en fait. Et moi, je suis beaucoup passée par là dans mes phases de burn-out, c'est que je voyais pas le problème parce que j'aimais ce que je faisais et pour le coup, tu vois, ce que je faisais avait du sens pour moi et j'aimais ce que je faisais et tout. Donc, le burn-out, c'est quand même multifactoriel, hein. Voilà, ça dépend des personnes, des situations, tout ça. Mais le souci, c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement à fond dans ce que je faisais que j'étais totalement en hyper focus et je dormais 3 heures par nuit. Et je voyais pas le problème, tu vois. Donc, il y a aussi quand même ce truc de se dire, attends, mais est-ce que c'est sain quand même ma manière de faire les choses? Est-ce que je sais m'arrêter? Est-ce que je sais me dire, bah là, il est 18h, j'arrête et c'est génial ce que j'ai fait, j'ai adoré, je reprendrai demain, mais là par contre, il est temps de me consacrer à ma vie perso, de prendre une douche, manger un bon repas et faire une nuit de sommeil correcte. Tu vois, il y a aussi ça quand même qui est super important parce que on voit beaucoup de personnes dire mais je comprends pas, moi j'aime ce que je fais donc c'est pas un problème. Ben le problème c'est pas forcément ce que tu fais, mais encore une fois c'est est-ce que tu es la marionnette de ta frustration? C'est pareil parce que t'adores ce que tu fais, t'arrêter c'est frustrant, tu vois. Donc si tu continues jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, parce que mais non, mais j'adore, c'est passionnant, ça me fait vibrer et tout. Ouais, mais n'empêche que là, si je te dis d'aller dormir, t'es frustré, donc tu le fais pas. Donc t'es juste la marionnette de ta frustration. Parce qu'en soi, tu pourrais aller te coucher maintenant. Demain, ta passion, elle existe toujours. Demain, tu es toujours en mesure d'explorer des nouvelles choses dessus. Est-ce que pour autant, c'est une raison pour sommeil, ta santé, etc. Tu vois, parfois, non, souvent même, je mangeais pas. Je mangeais pas. Je me retrouvais à la fin de la journée, je réalisais que j'avais pas mangé. Tu vois? Et je me disais, ah mince, ah oui, c'est vrai, 22h, j'ai pas mangé. Tu Ouais. vois, c'était vraiment. Donc, attention à ça aussi. Ouais. Ouais, Là, on parle d'une forme d'excès, en fait, c'est ça. où on va ouais, c'est ça, on va trop loin dans et on s'écoute plus, ouais. Ça, c'est vrai que c'est très courant. C'est très courant. Moi, c'est quelque chose, justement, enfin, aujourd'hui, avec un métier passion, vraiment quelque chose qui me passionne autant, c'est facile de tomber dans ce piège, en fait, et de se dire: «Beh, le soir, tiens et j'ai encore un peu de temps, je vais continuer à travailler. Tiens, il y a un petit truc», tu vois? Des choses que tu pourrais faire le lendemain. Moi, je l'ai fait pendant un petit moment, et c'est vrai que j'ai vu la différence de pas pouvoir couper le soir et de se dire: «Non, non, mais je peux encore avancer. J'ai encore, heu, ouais, ouais, les capacités de le faire là, je vais le faire», tu vois? Voilà. Bon, là, il se trouve que j'ai absolument plus d'énergie le soir avec, 2 petites qui me C'est disent bien, accro. t'as des Là, c'est garde-fous. bon. Ah ouais, c'est mort là. Des fois, je me dis: «Ah putain, ça aurait été bien» et puis je me retrouve à 10h, je me dis: «Oh putain, je suis crevé». Ouais. Mais tu vois, le truc de te dire, ah, mais j'ai encore de l'énergie, je peux encore travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sur le moment, c'est cool. C'est après que tu le payes. Ouais, ouais, Tu vois, totalement. c'est les jours suivants que tu le payes en fait. Mmh, C'est le lendemain quand tu sens qu'en fait, cognitivement, t'es pas bien présent, t'arrives pas. Bah oui, c'est normal, t'as fait de l'ordinateur jusqu'à 23h hier. mmh. Ouais, Donc forcément, ça a bousculé ton cycle circadien, ça a bousculé ton besoin de te ressourcer peut-être avec ta famille. Enfin, voilà, c'est venu bouger tout un tas de lignes qui font que. Et en fait, après, ça envoie aussi le mauvais message à ton système nerveux, dans le sens où c'est en mode, bah oui, en fait, même si tu as besoin que je m'arrête, je le fais pas. Tu vois, ouais. je le fais pas. Et donc à ce moment-là, ben, c'est là que tu te mets à avoir des soucis qui font que tu es obligé de t'arrêter. Donc voilà quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a vite fait de zapper un peu les signaux que nous envoie notre corps, quoi Ouais, et c'est finalement, ça, ça va c'est le mental qui prend le dessus et qui dit: «Non, non, c'est ça, je veux pas écouter, quoi. exactement. Je veux forcer le truc». On fait très souvent ça, justement, sur le sommeil. OK, bon écoute, je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. C'est passé très Heu, vite.
Ouais, c'est passé très, très vite et je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de rediscuter de ces sujets, de sujets annexes par rapport à tout ça ensemble. Ça a été un plaisir de pouvoir, échanger avec toi et je pense que vous verrez de temps en temps Aurore, venir sur le live, discuter avec moi ou Lauriane ou peu importe, sur différentes thématiques. Pour nous, c'est toujours un plaisir. Ça fait un moment, hein, maintenant qu'on travaille ensemble, sur le parcours et sur Cameo. Donc, c'est toujours un super plaisir de pouvoir travailler, de pouvoir échanger avec toi. Je voulais dire aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être aussi, eh bien, en parler de vive voix avec des personnes de la communauté, avec d'autres multis, que nous avons organisé ce jeudi, entre midi et 13h, une discussion, qui est: comment gérez-vous vos moments de fatigue? Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce jeudi, de midi à 13h sur le Discord de la communauté. Vous pouvez vous inscrire sur la communauté gratuitement, facilement sur le site internet Cameo, hein, donc kameo.fr et nous rejoindre pour qu'on puisse échanger sur cette thématique et pour, les lives des prochaines semaines, j'en ai prévu certains, mais je les ai pas encore mis sur le site. Mais voilà, je peux déjà vous donner quelques thématiques. Il y aura les mythes autour de la multipotentialité qu'on va aborder avec Lauriane la semaine prochaine, mardi prochain à 17h. Il y aura un thème sur l'argent, gagner sa vie sans se perdre, repenser sa relation à l'argent quand on est multipotentiel. Ce sera mercredi 5 à 17h. Donc ça, c'est aussi une thématique qui touche souvent, énormément de multipotentiels. Et je terminerai par réussir sa recherche d'emploi quand on a un profil multipotentiel, qui est le 11 mars à 17h. Voilà, vous trouverez tous ces événements sur le site cameo.fr. Et puis, écoute, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci Aurore, encore une fois. Merci, c'était un plaisir, Julien, merci beaucoup. Et du coup, j'ai plein d'events à mettre dans mon agenda là. Ouais. Tu as plein d'events, ouais, on va en planifier d'autres ensemble. Si les personnes veulent te contacter, comment ils peuvent faire, Aurore? Eh bien, le mieux, c'est de me contacter par mon compte Instagram, donc OK. Aurore Passionpreneur, comme c'est écrit là. Je réponds aux messages privés. Et vous pouvez aussi tout simplement me parler en commentaire sous mes posts, demander à solliciter un rendez-vous, etc. Voilà, le mieux c'est de passer par mon Instagram. Allez, super. On mettra tout ça sur le site internet. Il y aura le replay, parce que maintenant on les poste en podcast, ces épisodes. Donc on mettra dans l'article les liens vers les contacts d'Aurore. Et puis n'hésitez pas à la contacter si eh bien, vous avez l'impression de vivre le burn-out, que le burn-out se rapproche, ou vous en avez vécu un et que vous voulez en parler avec Aurore. Voilà, je pense que tu feras un plaisir de pouvoir discuter avec ces personnes. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thé au Café jusqu'au bout. Si tu t'es reconnu dans ce qu'on a partagé avec Aurore, surtout n'oublie pas, tu n'es pas seul et tu peux nous rejoindre et continuer la discussion sur la communauté de Cameo sur cameo.fr, donc kmeo.fr/communauté. Tu peux aussi t'abonner à notre podcast, nous laisser une petite note ou un commentaire, hein, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide énormément à nous faire connaître. Ou retrouver aussi cet épisode sur la chaîne YouTube en tapant cameo.fr sur YouTube. Et d'ici là, donc, prends bien soin de toi et de ton énergie et je te dis à très bientôt.